Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces 24 heures du climat. Nous allons, dans cette table ronde, évoquer la décarbonation du chauffage. Le chauffage, ça n'a l'air de rien, mais c'est à l'origine de pas loin de plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an. C'est assez considérable. Il y a des pays qui n'émettent pas ce volume. Il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles, hein. On a parlé bien sûr du chauffage au bois, on peut parler aussi du chauffage avec du biogaz ou du chauffage électrique évidemment. Donc on va essayer de faire le point sur l'état des lieux de ce qui existe et de ce que nous offre la technologie, de ce que nous propose l'État pour accélérer cette décarbonation du chauffage. En préambule, je vous rappelle qui sont les panélistes. Donc, nous avons Jean-Pascal Chira, le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat, Rémi Babu, qui est chef de projet au Shift Projet. Et le Shift, je crois, nous propose une étude bientôt sur le sujet. Olivier David, chef du service climat et efficacité énergétique à la Direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique, et la sénatrice Denise Saint-Pé. Jean-Pascal Chira, pouvez-vous nous faire rapidement un état des lieux du chauffage, même si c'est un sujet qui pourrait nous tenir des heures, je crois. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente le Club de l'amélioration de l'habitat. Donc, je vais vous parler de l'habitat du parc existant et particulièrement du chauffage dans le parc existant. Je rappelle, c'est 30 millions de logements en résidence principale sur un parc global français de 36 millions de logements. Alors, aujourd'hui, si on fait un état des lieux rapide et succinct des systèmes de chauffage, on dit que pour les 2/3, aujourd'hui, le chauffage en France, c'est du chauffage sur boucle chaude, donc chauffage central. Ça représente globalement, dans le parc résidentiel, 13 millions et demi de chaudières, à peu près 3 millions et demi en fioul, 9 millions en gaz et le reste en biomasse ou autres solutions énergétiques. Et le tiers autre restant est chauffé à la base d'énergie électrique, soit en effet joule direct, soit par système thermodynamique, pompe à chaleur ou climatisation. Ça, c'est pour l'existant, hein, c'est le parc. Et chaque année, on construit du neuf. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, depuis la RT 2012, les choix ont surtout privilégié l'énergie gaz, en chaudière très haute performance énergétique, et les systèmes thermodynamiques, pompe à chaleur, RR ou OO. Et disons qu'effectivement, en perspective, on va en parler, des nouvelles réglementations, ceci devrait donc. Précisons également en finale que le taux de remplacement du parc actuel est de l'ordre de 3 à 4% par an, hein, ce qui représente à peu près 500 000 machines qui sont mises sur le marché par an pour remplacer les anciennes machines. Donc, on a un parc plutôt ancien, moyen âge 15 à 18 ans, donc qui se remplace souvent par nécessité, relativement peu par anticipation. Voilà si on fait rapidement le tour de l'état des lieux du parc actuel en chauffage en France. Alors, si je poursuis mon propos, simplement, toujours sur le chauffage, on a une perspective aujourd'hui à court terme qui s'affiche puisque nous sommes en période de changement. On a plusieurs lois qui sont en train, ou de réglementations qui se mettent en place. La loi climat résilience qui se met en place maintenant proscrit le fioul, en tout cas certaines énergies fossiles, en fonction des valeurs carbone qui sont maintenant imposées, notamment le décret qui va être publié en octobre 2021, qui réduit à un seuil, qui limite à un seuil de 300 grammes de kilowattheure de CO2 par kilowattheure de CO2, donc qui proscrit aujourd'hui un certain nombre d'équipements, notamment les chaudières fioul, et à terme forcément aussi d'autres équipements en énergie dite fossile. La RE 2020, également, qui se met en application, va exclure le gaz dans le neuf de façon assez rapide, progressive, mais assez rapide, dès les premiers mois d'application et par catégorie, par tranche de solutions, et va beaucoup plus mettre en avant les solutions ENR, thermodynamiques, solaires, etc. Et enfin, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie donne des indications sur les perspectives 2030 et au-delà, et définit en gros que le parc existant va se transformer en parc ENR, parc de chaudière, va progressivement se transformer en parc ENR dans lequel nous incluons, en termes de solutions ENR, les pompes à chaleur, les solutions solaires, etc. Donc, voilà en gros l'évolution assez rapide maintenant de la situation du parc tel qu'il est et à l'horizon 2030. Voilà pour ce qui concerne l'état des lieux.
Alors, si nous poursuivons par rapport aux thématiques, si vous me donnez la possibilité, la question qui venait derrière cela, c'est quelles sont les autres énergies disponibles pour le chauffage? Restons toujours dans cet objectif de neutralité carbone qui passe nécessairement par un mix énergétique qui va intégrer les ENR et ce qu'on appelle aujourd'hui le verdissement progressif des énergies fossiles, tout en assurant un maximum d'économie d'énergie et un minimum d'émissions de CO2. Donc aujourd'hui, je sais que ça a été déjà exposé, mais rappelons-le, toutes les solutions existent. En ce qui concerne le gaz, avec le biogaz par des process de méthanisation et de pyrogazéification, également l'hydrogène par les technologies qu'on appelle power to gas, qui sont l'électrolyse de l'eau. Dans l'énergie fuel, il y a également un enrichissement qui se met en place au travers de l'intégration d'ester méthylique de colza, aujourd'hui à 30% avec ce qu'on appelle le F30, et progressivement avec un taux de colza qui va augmenter, qui devrait être à 50% en 2028 et peut-être à 100% à partir de 2032, en tout cas en termes de prévision technologique. Bien sûr, la biomasse, ne l'oublions surtout pas, donc c'est la transformation de la matière organique d'origine végétale, résidus alimentaires, bois, feuilles, etc., ou animale, qui constitue aujourd'hui un combustible qui se développe. Bien sûr, le solaire thermique en soi, puisqu'il assure une solution chauffage par rayonnement sur panneaux pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Bien sûr, n'oublions surtout pas l'électricité, mais l'électricité décarbonée, rappelons-le, bon, d'abord pour alimenter l'ensemble des systèmes thermiques et thermodynamiques en soi, tels que nous les avons décrits précédemment. Donc, voilà aujourd'hui les différentes énergies qui sont disponibles pour le chauffage et qui vont se mettre en place progressivement en fonction donc, des évolutions technologiques. Voilà. Et puis, vous posez également la question sur les solutions hybrides, parce qu'effectivement, là également, de la même manière, on a parlé de mix énergétique, l'hybridation en soi, qui permet d'associer plusieurs techniques, devrait, de manière assez logique, se développer. On rappelle que le contexte actuel, c'est un parc, 3 chaudières fuel, je dis, 3 des chaudières en gaz de pétrole liquéfié, des chaudières gaz, et tous ces produits-là pourront progressivement être remplacés par des solutions hybrides. Alors, hybride, ce qu'on appelle PAC hybride, pompe à chaleur hybride, donc c'est un système qui rassemble pompe à chaleur et chaudière avec une régulation et qui va assurer le pilotage alterné ou simultané des générateurs en fonction des différents critères mesurés en entrée ou en sortie, et pour assurer le fonctionnement chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Voilà. On peut considérer que l'hybride devrait représenter à peu près 15% de l'ensemble des ventes de systèmes thermodynamiques pompe à chaleur. Et puis enfin, le système pompe à chaleur avec panneaux solaires associés qui permet de produire de l'électricité qui va venir finalement être utilisée pour faire fonctionner le compresseur de la pompe à chaleur. Bon, voilà sommairement l'état des lieux, les solutions énergétiques qui existent et les solutions d'hybridation également qui peuvent être proposées au marché, notamment de l'habitat. Voilà pour ce qui me concerne. Merci Jean-Pascal Chira pour cet état des lieux très précis. Rémi Babu, je crois qu'on peut convenir d'une chose aussi, c'est que tout n'est pas dans la technologie de chauffage, il faut aussi penser à l'enveloppe de la maison, du logement. Oui, tout à fait. Justement, j'allais commencer par ça. Effectivement, c'est très bien d'organiser, comme aujourd'hui, un événement sur le sujet du chauffage, puisqu'on l'a dit, c'est vraiment des émissions de gaz à effet de serre importantes, probablement plus de 10% de nos émissions nationales. Et c'est ce qui poussait notamment le HCC, donc le Haut Conseil pour le climat, à caractériser la rénovation de passage obligé de la décarbonation. Et donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas dissocier le sujet du chauffage du sujet de la rénovation au sens plus large, incluant la performance de l'enveloppe des bâtiments. Et on va peut-être en reparler un petit peu après, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il faut absolument s'attaquer à ces deux sujets-là, chauffage et enveloppe. Donc, on l'a dit, des émissions de gaz à effet de serre importantes, et elles peuvent être drastiquement baissées dès aujourd'hui grâce à des solutions technologiques qu'on connaît, qu'on maîtrise. Il n'y a pas de pari technologique à faire globalement, et ça, c'est sans impact sur les modes de vie. Alors, sans impact, à part des impacts positifs, type réduction de la précarité énergétique, amélioration de la santé. Et quand je parle de réduction de la précarité énergétique, on parle aussi de réduction d'une certaine vulnérabilité face à la volatilité des prix. Donc, on parle en ce moment beaucoup de l'augmentation des prix du gaz.
faut savoir que plus de la moitié des logements aujourd'hui dépendent encore d'une énergie fossile pour se chauffer, principalement gaz ou fioul. Donc voilà, en tout cas, rénovation et décarbonation du chauffage, c'est des actions qui sont sans regret, on peut le dire, qu'il faut absolument mener. Ensuite aussi parce qu'elles sont absolument dimensionnantes pour le système énergétique. C'est-à-dire que travailler sur le sujet de l'énergie qu'on utilise pour le chauffage, ça va nous libérer de la marge de travail pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, dans la stratégie nationale bas carbone, le secteur du bâtiment, il arrive quasiment à zéro émission à horizon 2050, justement parce que c'est un secteur où on sait le faire, alors qu'il y a d'autres secteurs, typiquement l'agriculture ou l'industrie, dans lesquels il y a des process que de toute façon, on ne pourra pas décarboner. Donc le chauffage, c'est quelque chose où il faut aller vraiment au maximum. Un petit rappel d'ordre de grandeur, la consommation électrique en France, c'est un petit 500 TWh. La consommation de chauffage, si on additionne logement et tertiaire, c'est plus de 400 TWh. Donc, vous voyez que là, en termes d'ordre de grandeur, on est sur des problèmes qui sont… alors, il ne faut pas confondre les deux, hein, ce n'est pas comparable physiquement. Là, j'ai comparé un vecteur et un usage. Mais en termes d'importance, on devrait parler autant des deux. Alors, maintenant, quelques petits points sur comment il faut le faire. À notre sens, au Shift Project, il faut le faire, la décarbonation du chauffage, en mobilisant largement de l'énergie renouvelable. Dans le domaine de la chaleur, globalement, l'énergie renouvelable, ça correspond au bas carbone. Il faut y ajouter un petit peu d'électricité, voire même faire les deux conjointement, comme le disait M. Chira, en utilisant massivement les pompes à chaleur. Et donc, je disais, il faut le faire à la fois donc, en passant à ces énergies renouvelables et en même temps en faisant un effort sur l'enveloppe. Il y a parfois un débat en fait, entre les deux en termes d'efficacité. Des gens qui disent oui, ça coûte trop cher de rénover, diminuer les consommations énergétiques. Donc le débat, l'euro investi en termes d'efficacité entre les deux parties de la réponse. Pour nous, et d'après tout ce qu'on a regardé en termes de trajectoire chiffrée aujourd'hui, il y a un débat entre les deux seulement si on renonce à l'atteinte de la décarbonation totale du secteur du logement. Si on veut vraiment tout décarboner, il faut faire les deux, notamment parce que voilà, si on se dit on passe tout le chauffage au maximum, on électrifie au maximum et on a une électricité décarbonée, ça va bien se passer, ça, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il y a quand même une thermosensibilité importante qui fait qu'on aura du mal à construire un système électrique permettant de répondre de manière complètement décarbonée à des appels de puissance importants en hiver, sachant que voilà, le chauffage, c'est à peu près 20% de la consommation électrique en hiver, aujourd'hui, donc sans électrification supplémentaire. Un petit commentaire sur des énergies qui ont été évoquées juste avant par M. Chira. Je pense notamment au biogaz et à l'hydrogène. Pour le chauffage, c'est des choses qui ne nous paraissent pas être des bonnes idées au sein du Shift Project, notamment si on les compare à la biomasse pleine et entière, parce que tout simplement, il y a des histoires de rendement qui font que pour obtenir autant d'énergie avec du biogaz ou de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable, en fait, on va être sur des concurrences en termes d'usage et d'usage de l'espace notamment. Donc pour faire tout simplement pousser des arbres ou des ressources de biomasse en général, qui font que ça va être moins performant que d'utiliser la biomasse directement. Donc ce sujet-là, peut-être qu'il existera de manière marginale, mais je dirais que c'est vraiment pas des choses sur lesquelles il faut s'agiter. Le biogaz, forcément, il en restera, mais parce qu'il y a notamment des immeubles dans lesquels c'est très très difficile de se passer d'une chaudière au gaz parce qu'il y a une chaudière gaz par appartement et donc on ne peut pas refaire l'ensemble du réseau de distribution du chauffage. Mais en gros, il faut garder l'enveloppe de biogaz dont on pourra disposer pour ce genre d'usage-là, parce qu'on ne pourra pas produire du biogaz à l'infini. Il y a d'autres secteurs qui en ont besoin, typiquement un certain nombre de process industriels, tout à l'heure, j'en ai parlé, et on n'aura pas la capacité en termes d'espace et de biomasse de fournir du biogaz à tout le monde si on ne se contraint pas au maximum sur les secteurs sur lesquels on est capable de le faire. Peut-être un dernier sujet important. Alors, il y a deux vecteurs qui me tiennent un peu à cœur dans la trajectoire qu'on propose sur la décarbonation du chauffage et effectivement qu'on présentera le 7 octobre
comme le disait M. Tannenberg. Il y a le sujet des pompes à chaleur qui doivent être massivement utilisées, en particulier dans le logement individuel. Là-dessus, je pense qu'on peut être assez confiant que le marché sache y répondre, même si il faut encore en installer beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui. On a vu plutôt un marché en croissance assez forte ces dernières années, donc ça paraît plutôt en bonne voie. En revanche, il y a un sujet qui est assez important, cette fois-ci dans le logement collectif, c'est le sujet des réseaux de chaleur urbains. Donc, les réseaux de chaleur urbains, c'est très bien parce qu'on sait y mettre plein d'énergie renouvelable bas carbone, on sait les piloter par l'offre, c'est-à-dire en ayant une action sur le moyen de production décarboné, l'énergie utilisée par un très grand nombre de personnes sur des très grands volumes. Donc, c'est intéressant. Ça a très bien marché depuis 10 ans d'ailleurs, depuis qu'on a mis le doigt sur le problème et qu'on a décidé de le décarboner. On a divisé les facteurs d'émission par 2 en 10 ans. Mais le problème, c'est sur la quantité de chaleur délivrée et sur du coup le nombre de logements qui sont raccordés. Aujourd'hui, on est en dessous des rythmes de raccordement de logements par rapport à ce qui est prévu par la PPE, par la SNBC. Et ça, j'attire votre attention là-dessus parce que la problématique là-dessus, elle n'est vraiment pas que technique, elle est avant tout, je dirais, organisationnelle, parce que tirer un réseau de chaleur, ce n'est pas évident en termes opérationnels. Il faut réussir à coordonner des actions publiques sur le neuf et sur l'existant, parce que souvent, ça va être à l'occasion de la création d'un nouveau quartier qu'on va avoir les moyens et le phasage adéquat pour tirer un nouveau réseau de chaleur. Et qu'il faut aussi réussir à coordonner ça avec de la rénovation urbaine, probablement, enfin urbaine et bâtie en fait, où à la fois comme on arrive à travailler sur les enveloppes et sur les vecteurs de chauffage pour potentiellement remplacer par exemple une chaudière gaz par un échangeur une sous-station de chauffage urbain. Et ça se fait toujours, si possible, en synchronisé entre l'enveloppe et le système de chauffage parce que on dimensionne, disons, un système de chauffage cohérent avec une enveloppe. Donc, enfin, tout ça, là, je multiplie un petit peu les exemples, ce n'est pas forcément très important, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en termes organisationnels, c'est très compliqué et ça implique, de la part des collectivités locales, un gros effort de connaissance de leur parc local pour savoir combien les logements consomment, quand est-ce qu'ils vont être rénovés en fonction de leur dernière rénovation, et puis, du coup, quelles vont être les opportunités en termes de phasage pour mettre en place et tirer des réseaux de chaleur. Et là-dessus, il y a déjà pas mal d'outils réglementaires qui existent en termes de zonage, de PLU, etc., pour obliger, par exemple, au raccordement et qui sont aujourd'hui sous-mobilisés, à mon sens. Voilà. Je pense que voilà, au-delà de ça et du point sur le sujet de la concurrence des usages entre les différentes ressources naturelles type biomasse, je pense que c'est les alertes qu'il faut un petit peu passer et avoir en tête. Merci Rémi Babu. Olivier David, votre prédécesseur a pointé ce qu'il appelait des défauts organisationnels. Est-ce que l'État en fait assez pour accélérer la décarbonation du chauffage? Merci beaucoup. Effectivement, ça a été dit dans plusieurs tables rondes et en introduction. Notre objectif, c'est bien la neutralité carbone en 2050 et la décarbonation totale du secteur du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Ça veut dire que notre objectif, c'est la fin des énergies fossiles dans le chauffage. Et pour être encore plus concret, ça veut dire d'ici 2050 qu'il n'y ait plus de chauffage au fioul ou de chauffage au gaz naturel dans le bâtiment. Aussi bien Pascal Chirac que Rémi Babu l'ont souligné, les solutions existent pour pouvoir décarboner le secteur du chauffage. On a cité un certain nombre de solutions, la pompe à chaleur, la biomasse et notamment les chaudières au granulé, par exemple. Mais il y a aussi le solaire thermique et les réseaux de chaleur qui sont amenés à jouer un rôle important dans le chauffage. L'avantage du changement de chauffage, c'est que, et de cette décarbonation du chauffage, c'est que c'est une économie de CO2, mais pour les ménages, c'est aussi une économie d'argent. Le changement de chauffage, de système de chauffage, quand on passe par exemple du fioul à la pompe à chaleur, ça réduit de façon extrêmement significative la facture des ménages. C'est aussi un gain de confort.
le changement de chauffage s'accompagne d'une augmentation du confort dans l'habitat. On a notre table ronde là sur le chauffage, mais effectivement, je partage ce qui a été dit avant par Rémi Babu. Il est important dans les projets de rénovation de ne pas se limiter au chauffage et de penser ensemble le changement de chauffage et les travaux de rénovation et d'isolation sur l'enveloppe. Quels sont les outils de l'État pour accompagner ce changement de chauffage? C'est nos outils classiques de politique publique. C'est qui marchent sur deux jambes. C'est la première jambe, c'est les outils d'incitation et d'accompagnement, avec, je dirais, d'une part, ça paraît évident, mais il faut le dire, c'est la suppression des aides au chauffage fossile. On supprime progressivement les aides au chauffage fossile. Il n'y a plus d'aide actuellement pour le fioul et pour le gaz naturel. Il reste encore une aide, mais uniquement pour les ménages modestes et très modestes. C'est des aides, un certain nombre d'aides pour le changement de chauffage qui prennent diverses formes et je reviendrai après. Et c'est aussi, ce qui est important, c'est l'accompagnement. C'est que les ménages puissent trouver une information fiable et complète sur comment est-ce qu'on change de chauffage. Puis ça, c'est notre première jambe, l'accompagnement et l'incitation. Notre deuxième jambe, c'est l'obligation ou l'interdiction des outils de normes, des outils réglementaires, dans lequel on agit aussi bien sur les matériels. C'est la réglementation qui est d'ailleurs essentiellement européenne, sur le règlement éco-conception. On interdit progressivement les matériels les moins performants. C'est des obligations d'entretien. Comment est-ce qu'on entretient les appareils de chauffage, et cet entretien permet de réduire les émissions de l'appareil. C'est par exemple ce qu'on a fait récemment, c'est une obligation d'entretien des pompes à chaleur. Et c'est des interdictions, que ce soit dans le neuf, via la RE 2020, la réglementation sur les bâtiments neufs, ou sur l'existant. On commence à introduire des interdictions dans l'existant. Si je prends l'exemple du fioul, qui représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre du chauffage, alors que c'est moins de 10% des appareils de chauffage, du chauffage des logements. C'est notre première priorité, c'est d'ici 2028, et ça avait été annoncé dès 2018 par le Premier ministre, que d'ici 2028, on puisse mettre fin au chauffage au fioul dans le secteur résidentiel. Le chauffage au fioul, pour avoir quelques ordres de grandeur, le chauffage au fioul d'une maison, c'est l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre de 50 000 km en voiture. Donc, un chauffage au fioul d'une maison de 100 mètres carrés, c'est 50 000 km en voiture. C'est une énergie qui est coûteuse, le fioul. Pour une maison de 100 mètres carrés, on est sur 1 500 à 3 000 euros par an de coût de chauffage, et on voit que c'est en augmentation. Et le fioul, c'est aussi des émetteurs de polluants atmosphériques, de particules, de dioxyde d'azote. Donc, sortir du fioul, c'est vraiment pour nous une des priorités pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, réduire la facture des ménages et augmenter le confort. Et toutes les solutions existent pour sortir du fioul. Pour ça, on applique nos outils, des aides financières. On peut citer par exemple la TVA à 5,5%, des aides grâce au certificat d'économie d'énergie. On a ce qu'on appelle une offre qu'on a appelée coup de pouce, qui permet en fait d'aider de façon massive les ménages, et notamment les ménages modestes, qui veulent remplacer une chaudière fioul par un chauffage, une pompe à chaleur, du solaire thermique, le raccordement à un réseau de chaleur. À l'heure actuelle, ça permet de changer 200 000 chaudières fioul par an, et on voudrait, notre objectif, c'est d'augmenter ce rythme progressivement pour atteindre et sortir progressivement, enfin, qu'il y ait progressivement 300 000 logements qui quittent le fioul chaque année. Puis on a MaPrimeRénov', notre aide pour le changement de chauffage et l'isolation, pour les travaux de rénovation, qui aide de façon massive les ménages très modestes et modestes dans ces travaux. C'est des aides qui peuvent atteindre jusqu'à 90% du coût de changement de chauffage
quand on quitte le fuel pour aller vers une pompe à chaleur ou un chauffage de biomasse pour des ménages très modestes. Ça, c'est notre volet incitation. Puis, on a un accompagnement, notamment via le réseau FAIRE qu'on déploie et le service public de l'efficacité énergétique de l'habitat qui se déploie sur le terrain pour accompagner les ménages dans leur changement de chauffage. Puis on a les outils d'interdiction. Le fuel et la RE2020 interdit l'installation de nouveaux chauffages fuel dans le neuf. Mais on a aussi une réglementation qui va rentrer en vigueur, qui rentrera en vigueur à partir de juillet 2022, qui est l'interdiction d'installation de nouvelles chaudières fuel. L'idée, c'est qu'on ne puisse plus, comme on veut sortir du fuel progressivement, l'idée, c'est qu'on ne puisse plus installer en France de nouvelles chaudières fuel, avec l'objectif que progressivement, du coup, le parc de chaudières fuel en France diminue. C'est une politique qui porte ses fruits, c'est une politique dans la durée. On voit que dans les années 80, il y avait la moitié du chauffage qui était au fioul. On a maintenant moins de 10% du chauffage qui est au fioul. Et d'ici 2028-2030, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de chauffage au fioul dans le chauffage résidentiel. Cette action sur les ménages, cette action, elle a aussi un grand nombre de ramifications, notamment une action avec les professionnels. L'idée, c'est aussi d'accompagner les professionnels et la filière dans cette sortie du fioul, que ce soit les fabricants de matériel, mais aussi tous les installateurs. On a des programmes massifs de formation des installateurs pour les former à l'installation des chauffages bas carbone. Du coup, pour conclure, parce que je ne vais pas faire tous les modes de chauffage, mais on a aussi des actions sur le gaz naturel pour aider les ménages à remplacer un chauffage au gaz naturel par un chauffage bas carbone. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller vers cette neutralité carbone en changeant le mode de chauffage et en accompagnant chaque Français dans le changement de leur chauffage fossile vers du chauffage décarboné. Avec toujours ce souci d'agir sur le chauffage, mais aussi d'agir sur l'enveloppe et de penser ensemble enveloppe et chauffage. Une question, Olivier Laville, vous parliez tout à l'heure des coûts de chauffage au fioul, donc, qui peuvent varier, si j'ai bien compris, entre 1 500 et 3 000 euros par an. Est-ce que c'est le coût le plus cher pour une maison de 100 mètres carrés ou est-ce que les autres modes de chauffage sont plus élevés? Par exemple, quand on prend une pompe à chaleur, on est en gros 8 fois, ça coûte en gros 8 fois moins qu'un chauffage au fioul. Avec l'ensemble des aides qui sont mises en place, ce qu'on estime, c'est que pour un ménage très modeste, s'il remplace, quand on regarde les coûts complets, quand il remplace un chauffage fioul par une pompe à chaleur, en 2 ou 3 ans, il rentabilise son investissement. Donc, on a, quand on quitte le chauffage fioul, on a des réductions de factures qui sont rapides et immédiates et ça permet de rentabiliser très rapidement son investissement. C'est particulièrement important pour les ménages modestes et pour lutter contre la précarité énergétique. On a vraiment une synergie très forte entre lutte contre la précarité énergétique et changement de chauffage, notamment quitter le chauffage au fioul. Une question d'actualité, le gouvernement doit, je crois, prochainement annoncer de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique qui frappe l'Europe et la France en particulier. Est-ce qu'il y aura des mesures qui concerneront le chauffage et contribueront à sa décarbonation? Alors, effectivement, la mesure qui a déjà été annoncée, c'est le chèque énergie supplémentaire de 100 € pour 6 millions de Français. C'est la première annonce qui a été faite. Et donc, j'entends votre question, mais je ne vais pas ici faire d'annonce de scoop sur les… Non, bien sûr, mais simplement dire si oui ou non il y aura quelque chose. On a bien en tête que agir sur le chauffage, c'est un moyen extrêmement puissant et important pour
je dirais, réduire la facture énergétique des Français. Globalement, pour un ménage de 3 ou 4 personnes, le chauffage, ça représente quelle part de la facture énergétique ou quelle fourchette? On ait ça en tête. Je disais, 1 500 à 3 000 euros, le chauffage, un chauffage au fioul, qu'on peut réduire par 8 ou 10 quand on passe à une pompe à chaleur. Donc, on voit que c'est des coûts extrêmement importants. Après, dans l'ensemble de la facture énergétique, ça dépend aussi il y a aussi le transport qui, lui, dépend beaucoup de chaque ménage et de son mode de vie. Est-ce qu'il a une voiture, 2 voitures, etc. Bien sûr. Denise Saint-Pé, vous êtes sénatrice et aussi ancienne présidente d'un syndicat d'énergie départemental. Vous avez eu, me semble-t-il, aussi des fonctions au sein de la FNCCR. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour décarboner rapidement le chauffage, j'imagine, en ayant en tête qu'il faut également lutter contre la précarité énergétique? Merci pour cette présentation. Bonjour à tous d'abord. Je souhaiterais juste en préambule rappeler 2 fondamentaux qui guident notre action à tous. C'est la RE 2020, ça a été rappelé tout à l'heure. La RE 2020 qui pourrait modifier la répartition des différentes sources d'énergie dans le chauffage des bâtiments. Et c'est bien sûr l'engagement de la France pour 2030 de diminuer l'utilisation finale de l'énergie à concurrence de 20%. C'est également l'augmentation et le développement des énergies renouvelables pour 33%, et c'est surtout une réduction des gaz à effet de serre de 40%. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir parce qu'aujourd'hui, nous sommes globalement en termes de gaz à effet de serre à seulement 15%. Et il faudra que l'on réussisse dans ces objectifs que s'est donné la France. Et ces objectifs devront se cumuler aussi avec ce qui est prévu, c'est-à-dire la rénovation de 2 500 000 logements d'ici 2025. Alors, la décarbonation du chauffage devra, à mes yeux, s'appuyer obligatoirement sur une énergie électrique complètement décarbonée, auquel on rajoute de la biomasse et également de la chaleur renouvelable dans le mix énergétique. Alors, au niveau de l'énergie électrique, à ce stade, je parlerai d'abord du photovoltaïque. Le principal objectif en photovoltaïque doit atteindre environ 50 TWh d'ici 2028. L'éolien terrestre et le offshore devront atteindre 34 TWh, mais nous savons tous sur ce dernier point, et tous les élus le savent bien, la difficulté de faire émerger les projets éoliens globalement en France, sur tous nos territoires. Pour ce qui concerne le nucléaire, je veux en dire un petit mot quand même. Il y aura lieu de compenser au moins partiellement la fermeture des 14 réacteurs qui a déjà été actée, déjà décidée. Il faudra quand même se pencher sur ce nucléaire, ne serait-ce que pour maintenir les 50% prévus dans la production nationale d'électricité. Et je pense que c'est un paramètre à ne pas oublier. Alors, pour le chauffage électrique, je ne reviendrai pas sur son rendement qui peut être largement amélioré, le coefficient de conversion, mais on peut quand même dire qu'aujourd'hui, les chauffages électriques modernes ont laissé toute leur place depuis que les fameux grille-pains qui ont reçu tant de critiques et tout à fait appropriées, ces fameux grille-pains qui ont laissé la place quand même à des radiateurs à inertie ou à panneaux rayonnants qui sont beaucoup plus performants. J'insiste bien parce que je le pense et que nous sommes nombreux à le penser, les élus en France, l'objectif de décarbonation ne pourra pas être atteint sans faire jouer à l'électricité un rôle bien supérieur à celui qu'il joue aujourd'hui.
dans la satisfaction des besoins en énergie, alors que cette électricité soit nucléaire ou qu'elle soit issue des ENR. Il est estimé que sa part dans le bilan énergétique national pourrait passer de 26% aujourd'hui, c'est le constat aujourd'hui, à 53% en 2050. Et pourquoi? Simplement pour 3 raisons. Premièrement, un redémarrage et une électrification massive de l'industrie. Deuxièmement, le développement de la mobilité électrique avec, on le sait, puisque ça a été décidé, acté par la France, un arrêt du véhicule thermique en 2040. Donc, on est bien obligé de développer le véhicule électrique. Et enfin, 3e paramètre, le développement de l'hydrogène électrolytique. Alors, je dirais que sur ce point de l'électrique, l'électrification des usages dont le chauffage fait partie est bien évidemment un levier essentiel de la décarbonation du système énergétique. Cette électrification est possible sans engendrer une augmentation des besoins de pointe à satisfaire, parce qu'il est là l'enjeu. Il est de dire comment est-ce qu'on peut résorber les augmentations de pointe, c'est-à-dire les besoins exponentiels qui se font jour. Eh bien, je dirais, parallèlement, il faut qu'on soit performant en termes d'efficacité énergétique, à la fois sur nos bâtiments et à la fois, puisque je vous parlais des véhicules électriques, sur le smart charging, c'est-à-dire le chargement des véhicules électriques. Il faut absolument, et là, il faut que la France porte beaucoup d'attention sur ces paramètres-là, parce qu'on peut tout rater, effectivement, et ne pas du tout pouvoir tenir nos objectifs. Donc, il faut que notre politique d'efficacité énergétique dans nos bâtiments puisse être réussie, et il faut que notre mobilité électrique soit très accompagnée d'une manière très vigilante par un développement suffisant du pilotage de la recharge et par celui plus progressif de la recharge bidirectionnelle. Il faut absolument intégrer ces paramètres qui permettront à la France de pouvoir supporter les besoins nouveaux en électricité. Donc, c'est cette efficacité énergétique et on se doit tous d'être au rendez-vous de cette efficacité énergétique. Je voudrais également dire un petit mot sur le chauffage au gaz. Ça a été dit, le chauffage au gaz naturel, qui a un très mauvais bilan carbone, sera amené à disparaître. D'ailleurs, il a été exclu de la PPE. Pour autant, je reste persuadée que le gaz n'a pas dit son dernier mot, car lui aussi, le gaz est décarbonable. En effet, la méthanisation produit du biogaz à partir de déchets agricoles, déchets alimentaires. Ce biogaz peut être injecté dans les réseaux et peut être utilisé pour se chauffer. Mais encore faut-il aider la filière pour qu'elle dispose de plus de moyens de façon à ce qu'elle puisse arriver à son rythme de croissance. En 2017, on comptait 44 sites de méthanisation en France, alors que ce chiffre atteint aujourd'hui 226 unités. Ce gaz vert, parce que il est vert parce qu'il est issu d'énergies renouvelables et non fossiles, ne représente toutefois qu'une faible part du gaz naturel consommé en France, soit moins de 1% du total de notre énergie, et c'est environ 4 TWh. La France limite par ailleurs, et vous le savez tous, à 15% par exploitation agricole, les surfaces de culture intermédiaires à vocation énergétique, ce que l'on appelle les CIVE. La France limite à un maximum de 15%. Cette méthanisation a une caractéristique pourtant durable. Alors certes, moi je constate que la PPE affiche des ambitions. La France doit atteindre une consommation de 6 TWh de biogaz en 2023 et 14 TWh en 2028, voire 22, à condition que les coûts arrivent à baisser.
Le problème, c'est que justement, ces coûts du biogaz sont encore très élevés et trop élevés. Mais je nuance quand même en disant très élevés. Aujourd'hui, il faut compter effectivement un coût de 90 € par mégawattheure contre une vingtaine d'euros pour le gaz naturel issu de la Terre. Mais il s'agit dans ce calcul, il s'agit quand même de tenir compte des externalités positives du biogaz, c'est-à-dire de ses avantages. Alors, je dirais un mot sur les digestats que l'on remet sur le sol agricole, et ces digestats qui évitent d'utiliser les engrais chimiques et ce gaz qui émet moins de carbone que le gaz naturel dans l'atmosphère. Il faut, et en tant qu'élu, en tant que parlementaire, et sachez que tous les élus de France sont sensibles à cette dimension aussi, cette filière emploie quand même 7000 personnes. Donc, des avantages qui sont pris en compte par la profession et qui nous ramèneraient le coût à 70 ou 80 € par mégawattheure contre 90, comme je vous l'ai dit précédemment. Je veux vous donner ce point d'information. Actuellement, une mission d'information sur la méthanisation est en cours de rédaction au Sénat pour démontrer les avantages du biogaz. On a besoin d'avoir ce rapport parce que je sens que le gouvernement est encore très frileux sur cette filière, et on a bien vu en novembre 2020, il a été décidé de réviser à la baisse ces tarifs d'achat. Ceci n'étant pas un bon signe quand même pour la filière, parce que quand on a une visibilité que sur 15 ans, on ne peut pas développer d'une manière opérationnelle la filière. Donc, cette filière du biogaz, elle a absolument besoin d'être soutenue. Elle aussi, elle a besoin, et nous nous y employons à travers ce rapport du Sénat qui va sortir dans quelques jours, elle se doit aussi, cette filière, d'être crédible, d'être responsable et également d'être compétitive. Et c'est à ce prix-là que le biogaz aura toute sa place. Je veux vous dire un petit mot sur le chauffage au bois. Ce chauffage qui est largement utilisé à la fois dans l'habitat individuel que dans le collectif à travers les réseaux de chaleur. Mais on peut effectivement se poser la question, est-ce que se chauffer au bois, est-ce que c'est neutre en carbone? Alors, bien que le bois soit considéré comme une source d'énergie renouvelable, le bois rejette du CO2 quand il est brûlé, mais il est toutefois considéré comme CO2 neutre pour deux raisons. Simplement, je ne fais que les évoquer. Première raison, c'est la transformation du CO2 en O2, c'est-à-dire en oxygène, par l'arbre d'où est issu le bois durant sa croissance. Et deuxième paramètre, c'est l'origine du carbone. C'est un carbone beaucoup moins impactant, celui qui vient du bois. C'est un carbone moins impactant que celui, par exemple, émanant du mazout. Et puis, le bois, c'est en plus un combustible qui est à disposition dans nos régions et donc facilement mobilisable. À travers ce message que je veux à tous vous passer, c'est aussi les territoires de France. Il faut qu'on sache utiliser ce qui existe sur les territoires de France. Et c'est comme ça que nous réussirons notre transition énergétique. Alors, il faut dire, et je le reconnais, que le bois, quand il est brûlé, il émet des particules qui peuvent effectivement être considérées comme responsables de la pollution, on le voit dans certaines grandes villes. En conclusion sur le bois, je dirais qu'il fait partie des solutions qui doivent être exploitées et développées pour un chauffage décarboné, mais il ne peut, contrairement aux deux autres, l'électrique et le gaz et le biogaz, il ne peut constituer à mes yeux quand même la panacée en raison de son bilan global en termes de pollution.
Voilà ce que je souhaitais dire. Merci Madame Saint-Pé. Alors, Olivier David, vous avez été indirectement interpellé par Madame la sénatrice. Êtes-vous frileux sur le biogaz? Non, effectivement, le biogaz est le verdissement du gaz et le développement du biogaz est une des grandes priorités du gouvernement. Et il y a des dispositifs de soutien massifs, y compris des dispositifs de soutien nouveaux qui vont arriver, issus de la loi climat et résilience sur les certificats de production de biogaz. Mais si on s'en tient au secteur du chauffage, et c'est ce qui a été dit par Rémi Babu et on le partage, la question, et d'ailleurs c'est une question qui est plus globale sur le mix énergétique à l'horizon 2030 dans un monde neutre en carbone, on voit que dans un monde neutre en carbone, la biomasse, quelles que soient ses formes, que ce soit de la biomasse liquide, du biogaz ou du bois, est une ressource extrêmement importante pour atteindre la neutralité carbone et une ressource qui est limitée dans son gisement. Et donc, la question qui se pose, qui n'est pas une question simple, hein, et qui sera une question aussi au cœur de la 3e stratégie nationale bas carbone, qu'on avait déjà mis de façon importante dans la 2e, c'est quel est le gisement et comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux dans les différents secteurs. Et on voit que sur le secteur du chauffage, on a des solutions, comme par exemple la pompe à chaleur, le chauffage bois, le solaire thermique, qui sont des solutions efficaces de chauffage. Jean-Pascal Chira et Rémi Babu sont peut-être êtes-vous d'accord avec cette vision très électrique esquissée par Madame Saint-Pé, ou pensez-vous qu'il faudra finalement définir des solutions en fonction de chaque région ou de chaque type d'habitat? Je commence. Rémi Babu, oui. Ouais, alors non, enfin moi je vais plutôt dans le sens de Monsieur David. Enfin, je pense que Madame Saint-Pé a dit beaucoup de choses, mais il y a quand même une hiérarchie à avoir dans les priorités. Le sujet de l'électricité, comme le sujet, enfin c'est un peu comme le sujet du biogaz en fait. C'est-à-dire que on va vouloir électrifier beaucoup de choses pour décarboner, parce qu'on a une électricité décarbonée, c'est très bien. Mais là encore, on va avoir une ressource qui est limitée, parce que l'électricité, on ne peut pas en produire non plus à l'infini. Alors, elle est limitée pas pour les mêmes raisons hein, que l'accès à la ressource biomasse, mais elle est limitée quand même. Et donc, là où on a des alternatives qui nous permettent de faire plus efficace que l'électricité, eh ben, il faut le faire. Donc, en l'occurrence, sur le chauffage, ça passe par la maximisation des potentiels renouvelables. Et donc là, il y a pas mal de choses, mais c'est les potentiels renouvelables qui vont avoir les meilleurs rendements, on va dire. Et ça, c'est typiquement, si on parle de biomasse, bah, c'est le brûler du bois directement. Alors, effectivement, le bois, il y a des sujets qui se posent derrière en termes de pollution, mais aujourd'hui, on fait des cheminées, des inserts, des poêles qui sont beaucoup plus performants sur ce point-là que ce qu'on faisait avant. Le bois s'en sert aussi dans les réseaux de chaleur où là, on produit des grandes quantités et on sait très bien filtrer les particules. Donc, a priori, là-dessus, on peut à la fois augmenter le recours à la ressource en bois en termes de logement qu'il utilise, pas forcément en termes d'énergie consommée, et améliorer la qualité de l'air. Le gros problème du bois aujourd'hui sur la pollution, c'est tout ce qui est foyer ouvert, qui, eux, pour le coup, sont très mauvais en termes de particules. Et sur le sujet de l'électricité, disons que le chauffage électrique, effectivement, aujourd'hui, il est bien meilleur que ce qui se faisait avec les grille-pains auparavant. Mais faire du chauffage électrique par effet Joule, donc c'est-à-dire la même technologie que les grille-pains qui se retrouvent aussi hein, dans les chauffages à accumulation et les panneaux radiants, même si elle est plus confortable et avec un meilleur rendement, c'est vraiment pas ce qu'il faut encourager dans le sens où c'est pas économe. Si on veut utiliser bien l'électricité, il faut plutôt aller vers la pompe à chaleur qui va nous permettre de récupérer 2 fois plus d'énergie renouvelable que donc dans la chaleur de l'air tout simplement ou du sol que ce qu'on dépense en électricité. Et donc là, on sera sur une approche économe.
plutôt que d'utiliser de l'électricité pour faire chauffer des choses. En fait, l'électricité, c'est la quintessence énergétique dans le sens où on peut en faire ce qu'on veut. C'est une énergie qui, dans ce sens-là, est beaucoup plus noble que la chaleur et beaucoup plus difficile à produire. Donc, si on veut l'utiliser pour faire de la chaleur, il faut le faire de manière très, très intelligente, notamment via les pompes à chaleur. Les effets Joule, c'est encore une fois à n'utiliser que pour les cas où on n'a pas vraiment d'alternative technico-économique valable. Monsieur Chira, vous souhaitez… Oui, je voudrais peut-être en conclusion, parce qu'on arrive à l'issue de l'heure et programmée, vous dire la chose suivante. Bon, je pense que nous sommes forcément à peu près tous d'accord sur la convergence de nos points de vue, notamment technologiques, par rapport à l'atterrissage neutre en carbone à l'horizon 2050 et à l'élimination des énergies fossiles. Ça tombe sous l'empreinte du bon sens. Mais la vraie difficulté que nous avons tous, notamment sur l'accompagnement, c'est la notion de pédagogie et de compréhension du public. Je voudrais citer 6 points de vigilance qui me semblent importants, que dans le cadre du Club de l'amélioration de l'habitat, nous avons mis en avant. Je les cite rapidement. D'abord, faciliter la bonne compréhension et l'adhésion du public en favorisant l'accompagnement, ça a été dit par M. David, et l'aide à la décision en réduisant la précarité énergétique, mais sans omettre forcément de soutenir l'ensemble des ménages qui peuvent nous aider. C'est également prendre en compte les caractéristiques techniques des installations actuelles et leur compatibilité avec les solutions nouvelles pour les rendre facilement adaptables, donc et surtout éviter les ruptures technologiques trop brutales. C'est privilégier les solutions hybrides, mixant les énergies, systèmes thermiques, donc pack hybride, gaz, fuel, ENR solaire, etc. Pendant la période à venir, n'oublions pas qu'un équipement de chauffage a une durée de vie de 15 ans à 18 ans, donc il faut tenir compte de cette temporalité. C'est harmoniser les décisions qui sont prises sur le plan des politiques énergétiques en adéquation avec les réalités pratiques et économiques du marché. Donc, plus de stabilité dans les aides, plus d'écoute peut-être parfois également. C'est mettre en place de nouveaux modèles économiques. N'oublions pas que les nouveaux principes de l'économie de fonctionnalité qui favorisent les boucles d'économie circulaire vont permettre de réfléchir à d'autres solutions, d'autres modèles économiques, leasing, location, etc., intéressants à étudier. Et enfin, je reviendrai là-dessus, c'est certainement privilégier l'appui des réseaux professionnels, les entreprises d'installation, de maintenance, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre de proximité, architectes, bureaux d'études, sans omettre évidemment l'engagement des énergéticiens qui agissent, qui sont des relais actifs et puissants pour la rénovation énergétique auprès des utilisateurs. Voilà 6 points de vigilance ou recommandations que nous mettons en avant pour aboutir à cette neutralité carbone dont on ne peut pas douter, qui va intervenir à l'horizon 2050. Voilà pour ce que je voulais dire. Merci Jean-Pascal Chira. J'avais une ultime question peut-être à l'attention d'Olivier David. Il est possible que la France relance un programme nucléaire avec des EPR et peut-être à plus long terme avec des petits réacteurs modulaires. Est-il imaginable, comme ça s'est fait en Union soviétique il y a quelques décennies, qu'on récupère une partie de la chaleur produite par ces réacteurs pour faire du chauffage urbain? Alors, il y a beaucoup de projets qui ont été étudiés. La difficulté, c'est que, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chaleur des centrales nucléaires qui est déjà utilisé sur un certain nombre, alors sur des projets parfois un peu anecdotiques, mais sur des pays agricoles, dans des serres et aussi sur des projets industriels, avec l'utilisation par exemple de la chaleur de la centrale de Gravelines sur le port de Dunkerque. Donc, c'est des choses qui existent. Après, en général, les centrales nucléaires sont loin des grands centres urbains et donc on n'a pas on a quand même cet éloignement entre les grands centres urbains et les centrales nucléaires. Et donc, c'est un sujet qui a été longuement étudié et cet éloignement, en fait, rend les choses plus difficiles. Mais c'est vrai, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment plein de modes de chauffage possibles, plein de solutions possibles pour avoir du chauffage décarboné, avec une attention, et ça, je pense que c'est vraiment un point d'attention sur le chauffage au bois, d'avoir du chauffage performant pour pouvoir… il existe du chauffage au bois qui n'est pas à l'origine d'émissions de particules. Il y a aussi, peut-être qu'on ne l'a pas cité, mais c'est un sujet important, c'est la PAC hybride, dans lequel, là où le biogaz peut notamment jouer un rôle important, c'est, je dirais, une pompe à chaleur
une pompe à chaleur qui apporte de l'énergie, une certaine quantité d'énergie, et dans lequel on a des pointes de chauffage qui peuvent être réalisées grâce à du biogaz. Je pense que la PAC hybride a un rôle aussi important à jouer dans les modes de chauffage. J'en ai parlé, j'en ai parlé. Merci à tous et à toutes. Nous allons rendre l'antenne. À suivre maintenant un débat sur la taxe carbone sur l'énergie. Faut-il la relancer? Vaste sujet. Animateur Benoît Leguet d'I4C. Merci à toutes. Merci Madame la sénatrice et bonne fin de journée.